Qu'est-ce donc qu'un soulèvement? Le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence. Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que t'as besoin de thunes, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au testé, ils se retrouvent dans les émeutes. After all, the mechanistic construction of capitalist patriarchy is what divided us and what desacralized the world. Bienvenue sur Avis de tempête, épisode 6. Des cités au squat, habiter Aubervilliers autrement. Aubervilliers, c'est une ville de la banlieue immédiate de Paris. Pendant longtemps, Aubervilliers a été une petite commune rurale, servant essentiellement à nourrir les Parisiens. On disait que c'était là-bas qu'étaient produits les meilleurs légumes de la couronne de Paris. Jusqu'au XIXe siècle, le petit bourg d'Aubervilliers est peuplé d'agriculteurs et de maraîchers et reste un territoire très peu peuplé. En fait, c'est à partir de 1840 que commencent à s'installer de nombreuses industries tout au long du canal Saint-Denis. À partir de ce moment, l'exode rural galopant et l'immigration européenne s'accélérant, Aubervilliers se peuple de Lorrains, d'Alsaciens, de Bretons, d'Espagnols, de Portugais, d'Italiens et de Prussiens, venus travailler dans les nombreuses usines de la ville. C'est après la Seconde Guerre mondiale que des travailleurs venus du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest viendront s'installer à Aubervilliers. Ils seront accueillis dans des foyers de migrants, puis installés dans les nombreuses cités construites à partir des années 1970. Aujourd'hui, de nombreuses usines ont fermé, et le chômage et la pauvreté se sont durablement installés dans la ville. On s'est intéressé à Aubervilliers, déjà parce que plusieurs d'entre nous participent aux mobilisations en cours sur la ville, mais aussi et surtout parce qu'aujourd'hui, Aubervilliers est la cible de nombreuses transformations urbaines qui incarnent la logique de la métropole, dont on a parlé dans notre premier épisode. La métropole, c'est l'extension de la logique économique au territoire et à l'habitation. La métropole, elle, voudrait que les logements ne soient pas des habitations, mais des revenus fonciers, et que les terres agricoles ne soient pas des sources d'alimentation pour la population locale, mais une réserve de valeur pour les constructions des promoteurs. Que les rues ne soient pas des espaces de rencontre et de convivialité, mais des espaces de transit pour les travailleurs et les voies de contrôle de la police. En tant qu'écologistes, c'est important pour nous de se demander comment est-ce qu'on habite un territoire? Comment est-ce que l'on y vit? Comment est-ce que l'on y noue des relations? Mais quand ce même territoire est pris d'assaut par les promoteurs et les politiques publiques, qui par-dessus tout essayent de rendre la ville profitable et contrôlable, qu'ils décident pour les habitants et contre eux la façon dont leur vie doit se dérouler, alors on n'a pas d'autre choix que de s'y opposer. En s'y opposant, c'est aussi pour nous l'occasion de réfléchir à la façon dont nous pouvons tisser des solidarités politiques, malgré les assauts de la métropole. Dans cet épisode, on parlera des mobilisations à Aubervilliers et à ce qu'elles nouent comme solidarité entre habitantes. On parlera de plusieurs lieux desquels vous pourrez vous familiariser, comme la cité Émile Dubois, où plus de 300 logements sociaux sont voués à la destruction, ou encore la cité de la Maladrerie, connue pour son architecture atypique, ses nombreux cheminements et ses jardins suspendus, aujourd'hui menacés par un projet de rénovation et de résidentialisation. Aussi, le quartier du Fort d'Aubervilliers, aujourd'hui en friche, sur laquelle des promoteurs projettent de construire près de 2000 logements privés, qui se permettent de nommer écoquartier malgré tout le béton à couler. On parlera aussi des brèches laissées par les démarches spéculatives sur la ville. En fait, la spéculation, à force de surconstruire, d'expulser et de laisser des espaces vacants, elle donne la possibilité à plusieurs d'entre nous de squatter. On parlera aussi, du coup, des squats d'Aubervilliers et de tout ce qui s'y passe en termes de pratiques collectives et de tissus de solidarité.
qui, eux, permettent de résister localement à la métropole. Maintenant, on va entendre Giovanni et Corentin, habitants et militants à Aubervilliers, qui nous donneront un contexte général de ce qui se joue dans la ville. J'habite à Aubervilliers depuis 2 ans. Du coup, je suis actif politiquement depuis à peu près 1 an et demi sur la ville. Aubervilliers, c'est une ville qui est dans un changement très rapide, extrême, de gentrification, notamment dans le quartier du Fort. Donc je ne sais pas si vous avez en tête la géographie d'Aubervilliers, mais en gros, au nord d'Aubervilliers, il y a un fort militaire, donc on appelle ça la zone du fort, qui était vide et dans lequel va être construit un écoquartier très bientôt. Écoquartier, bon, bien sûr, avec le label éco, mais qui n'a rien d'écologique. Et à côté de ça, il y aura une gare du Grand Paris, la piscine d'entraînement des Jeux Olympiques. À côté du fort, il y a une cité très très belle qui s'appelle la Maladrerie, et qui est intéressée par un projet de rénovation qui rime avec privatisation et destruction aussi d'une partie des immeubles. Et dans le centre-ville, il y a pas mal des changements dus aussi à l'arrivée de la ligne 12 du métro. Donc il y a une idée vraiment de requalification urbaine avec des nouveaux commerces, des nouvelles personnes qui s'installent, des rénovations d'immeubles, tout ça. Et dans le quartier de la Plaine, encore plus au sud, qui est le quartier qui confine avec Saint-Denis, qui est complètement un nouveau quartier. Donc vraiment là, c'est assez violent le contraste avec le reste de la ville, au niveau de vraiment architectural et de style de vie des gens qui se sont installés. Bonjour, moi je suis habitant du quartier Fort d'Aubervilliers depuis presque 3 ans maintenant. Et voilà, je participe vraiment en tant qu'habitant aux différentes luttes. Donc on se pose la question, en fait, c'est quoi les motivations pour construire toujours plus de nouveaux logements? Donc il y en a 2 qui sont invoqués dans les médias et par les décideurs, c'est la population augmente, d'une part, et d'autre part, les loyers sont trop chers. Et donc il faut plus d'offres pour compenser la demande et faire baisser les prix. Donc la population augmente, déjà en soi c'est une question, elle augmente, pourquoi elle augmente à Paris et pourquoi la répartition ne se fait pas de façon plus homogène sur le territoire. Donc, plutôt que de construire à nouveau, le point de départ de la réflexion c'est quand on construit, on fait du béton et donc on produit du CO2 et on densifie et on rend les villes moins agréables et plus polluées. A priori, il faudrait éviter de construire. Il y a aussi 400 000, je crois, logements vacants en Ile-de-France. Donc, la première chose, ce serait peut-être déjà de réquisitionner ces logements plutôt que d'en construire des nouveaux. Et puis, en cassant la spéculation, peut-être qu'on pourrait jouer aussi sur les prix. Voilà. Et puis, l'autre truc, c'est donc, on construit aussi, parce qu'il y a cette injonction à dire si on construit plus, l'offre va augmenter et les prix vont baisser. Mais si les prix sont vraiment toutes dominés par la spéculation, en fait, plus on construit, plus les investisseurs vont spéculer sur les nouveaux logements, plus les promoteurs vont s'enrichir, etc. Et donc en fait, il y a vraiment le constat de base qui est posé par les institutions publiques est mauvais. Et du coup, c'est la course au béton, c'est la course au prix. Et on voit bien qu'on a beau construire beaucoup plus, les prix continuent d'augmenter de feu. Le collectif de défense des jardins ouvriers s'est mobilisé depuis maintenant un peu plus d'une année. Et quand on a vu en collectif que ça bougeait aussi sur la Maladrerie, on leur a proposé d'allier nos forces et de faire une visite du quartier, un tour de quartier pour constater avec les habitants, les habitantes quels étaient les différents chantiers en cours. Et toutes les problématiques vraiment au niveau hyper local. En fait, le format, c'est un peu le format Toxic Tour, c'est un truc qui avait été fait pas mal aux États-Unis dans des quartiers populaires où les habitants montraient les pollutions en fait, dans leur quartier.
Donc au départ, c'est des trucs qui s'appelaient Toxic Tour. Voilà, et on est vraiment sur des collectifs auto-organisés d'habitants qui font voir autour d'eux ce qui se passe en termes de pollution. Alors ici, on n'est pas sur une problématique vraiment de pollution, mais sur une problématique de transformation urbaine. Et voilà. Et donc l'idée, c'était ça, de faire voir. Donc, les enjeux, c'était que les différents collectifs se rencontrent et travaillent ensemble. Qu'on soit capable d'informer et de visibiliser en fait, ces luttes au sein même du quartier par rapport aux habitants qui y sont. Et puis en troisième, élargir et les gens qui n'habitent pas directement là puissent aussi repartir avec de l'info qu'on habite à Paris, à Saint-Denis ou ailleurs. On a commencé par le chantier de destruction des jardins ouvriers. Ensuite, on a visité le fort d'Aubervilliers, dans lequel il va y avoir des gros projets de construction. Ensuite, on a visité la cité Émile Dubois, donc 800 logements sociaux, 300 sont promis à la destruction. Et puis ensuite, on a visité la cité de la Maladrerie, objet architectural remarquable, et où là aussi, le chantage de la rénovation va conduire à la perte de logements sociaux sur l'ensemble. On voit qu'il y a plein d'acteurs, donc c'est des projets en rue c'est l'agence nationale, donc c'est l'État. Ensuite, les logements, c'est des logements de l'Office public de l'habitat, donc c'est Aubervilliers, l'Office public OP HLM Aubervilliers. On est sur le territoire de pleine commune, donc il y a aussi la mairie d'Aubervilliers et l'agglomération de communes. Donc au niveau institutionnel, on voit qu'il y a plein d'acteurs dont c'est hyper difficile de savoir les responsabilités des uns et des autres. Du coup, je pense qu'eux-mêmes s'y perdent et ils sont obligés par la loi de faire des concertations, de tenir informés les habitants. Et ils le font vraiment à minima. Limite, quand ils font une réunion de concertation, ils préviennent personne. Comme ça, la réunion est faite et ils n'ont pas d'emmerde. C'est vraiment ça qu'on constate. Si ta question c'était comment les habitants sont informés. Ouais, comment ils sont informés. De ce qui se passe, en fait, ils ne sont pas informés. Quand le projet est terminé, bouclé, on fait un courrier, on dit voilà le projet. Et puis on dit on va faire une réunion publique. Donc là, ils font ce qu'ils appellent la concertation, mais ils ne le font que quand ils ont déjà pris les décisions. Parce que sinon, pour eux, en fait, c'est trop compliqué. Et puis les habitants ne seraient pas d'accord avec ce qu'ils proposent. Donc en fait, vraiment, la méthode, c'est on décide. On dit qu'il y a encore des marges de manœuvre d'amélioration, mais en fait, c'est déjà décidé. Et la concertation se joue sur des marges. Et de toute manière, très peu d'habitants y participent, puisqu'il n'y a pas vraiment d'option pour eux. Oui, c'est particulier parce que les gens, ils sont locataires. Donc, la vision, c'est un peu que, on les prévient gentiment qu'ils vont devoir déménager, parce que quand on rénove ou qu'on détruit des bars entières, les gens doivent partir, sans avoir de garantie ni de là où ils vont atterrir, ni de savoir s'ils vont pouvoir revenir une fois que la rénovation aura été faite. Mais comme ces gens, c'est des locataires, leur poids dans l'histoire, c'est faible. Ici, dans cette cité, c'est là qu'il va y avoir le plus de destruction d'immeubles dans le cadre de la rénovation urbaine. Ici, on parle de la cité HLM Émile Dubois, où il y a 800 logements. Toute cette barre-là, qui s'appelle la barre de l'allée Rabot, va disparaître. C'est à peu près 300 logements qui vont être détruits, 300 logements sociaux. Et il y aurait 800 et quelques nouveaux logements, 810, qui ne seraient plus du logement social, bien sûr. De l'accession à la propriété, ça veut dire que l'objectif, il est clair, c'est qu'on va se débarrasser des populations les plus pauvres pour amener d'autres populations. Et la maire a été très claire dans son discours, c'est qu'elle a dit, le repeuplement du quartier va être différent et il n'y aura plus de nouveaux logements sociaux sur la ville d'Aubervilliers. C'est autour de 2000 nouveaux logements qui vont être construits. Et donc on part d'un espace qui était un espace public, ça appartenait à l'État, qui est vendu complètement aux promoteurs privés pour faire des logements. Alors là, on parle du fort d'Aubervilliers. Donc on perd l'opportunité de mettre la piscine ici, et à la place on construit ce qui s'appelle un écoquartier, mais qui en vrai est surtout une grosse colline de béton.
Donc ça s'accompagne d'une très forte densification, donc au-delà de la question des jardins et de la piscine, pour le quartier, puisque 2000 logements, c'est 6000 habitants. Vu la surface, donc on est à hauteur de 17 000 habitants par kilomètre carré. Donc on est sur des densités parisiennes. Donc ça veut dire qu'ici on est en train de construire sur un espace qui aujourd'hui est libre, auquel on pourrait faire plein de choses, un truc hyper dense qui va venir s'ajouter à la densité déjà existante dans le quartier. Donc on perd l'occasion d'avoir des espaces verts et en plus on se rajoute une qualité de vie où on va tous et toutes les uns sur les autres, malheureusement. Voilà, donc c'est la densification, mais c'est aussi l'augmentation des loyers. Donc avant de venir, j'ai regardé les promoteurs immobiliers donc, qui construisent sur ce terrain, les prix au mètre carré. Donc Wood & Home, qui est la boîte de promotion qui vend ses apparts en ce moment, ils sont à 6 000 € du mètre carré pour un 3 pièces. On ne peut pas trouver plus cher à Aubervilliers, à moins d'acheter une villa, mais ça n'existe pas à Aubervilliers. Donc en vrai, on est sur les tarifs les plus chers qu'on peut imaginer. Donc déjà, tout ce qu'on raconte sur ces nouveaux quartiers servent à faire augmenter les prix, servent à enrichir les promoteurs et servent à faire venir des habitants autres que les habitants les plus pauvres qui sont là actuellement. On le voit en œuvre. On a une augmentation terrible du prix des loyers. Cette augmentation des tarifs, elle s'accompagne d'un truc qu'on va voir aussi sur Émile Dubois et la Maladrerie. Donc là aussi, il y a une connexion. C'est la question des logements sociaux. Dans la ville, il y a autour de 40-45% de logements sociaux, il me semble. Et ici, l'ancienne mairie avait prévu d'en faire 30%. Et la nouvelle mairie a fait tomber ce chiffre à 18%. Donc dans ces logements très chers, il n'y aura que 18% qui seront des logements sociaux. À chaque fois, comme ça, dans les villes, qu'il y a des friches qui vont être construites, les pouvoirs politiques essayent de valoriser la friche. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre les logements le plus cher possible, il faut que le lieu soit connu. Il faut que les gens aient envie de venir. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On finance ou on aide à financer des associations. Alors l'association ici qui tient ce lieu, en soi, ce qu'elle fait, c'est-à-dire des concerts et des animations pour les enfants, c'est respectable évidemment, mais ils servent de caution culturelle pour Grand Paris Aménagement, qui est l'agence de l'État qui s'occupe de la rénovation ici. Ils servent véritablement de caution culturelle pour rendre le lieu attractif, faire monter les prix et réaliser tous les objectifs des promoteurs qui sont de gagner de l'argent et des élus qui sont de remplacer la population, hein, c'est-à-dire d'essayer de repousser le plus possible les classes les plus populaires pour gratter, je ne sais pas quoi, plus d'impôts. Est-ce que vous pourrez nous dire où on est ? On est dans la Maladrerie. Catherine, habitante. Donc c'est un des quartiers d'Aubervilliers, à côté du fort d'Aubervilliers. Vous êtes dans un quartier d'ailleurs qui est classé architecture contemporaine remarquable du XXe siècle. Donc vous voyez que c'est une architecture qui est différente de la morphologie habituelle qu'on a l'habitude de voir. Donc avec une architecture des façades découpées, avec une forme de pyramide irrégulière qui dégage donc des plateaux pour recevoir des terrasses jardins. Donc c'est une architecture de jardin suspendu. On a 800 logements et les 800 logements ont également une architecture intérieure d'aménagement. On a 800 logements différents. Donc ici, on n'a pas du tout de superposition de logements identiques. Au contraire, c'est ce qui constitue, qui donne une très grande qualité architecturale à cette architecture et qui qualifie aussi l'espace public. Puisque l'espace public est découpé par cette architecture. L'espace public, c'est l'espace en creux. Elle est d'une très grande qualité parce que vous avez un jeu des façades qui fait qu'on n'a pas de régularité dans cette organisation architecturale. Les thèmes de l'ANRU sont les suivants. C'est les 3 thèmes types. C'est introduction de la voiture dans les quartiers, démolition, percement des voies pour introduire la voiture, démolition, et résidentialisation. Alors résidentialisation, ça veut dire qu'on ferme les bâtiments, qu'on réserve donc les entrées aux habitants de ces immeubles-là. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont peut-être valables pour les grands ensembles, et encore,
c'est aussi aux habitants d'en juger. Parce que souvent, dans les grands ensembles, on a des grands îlots comme ici, parce qu'ici, on a à peu près 8 hectares. Parce que les îlots, c'est des entités urbaines qui sont délimitées par des voitures. Et dans les grands ensembles, l'État a toujours pour idée de décomposer ces grands îlots pour en faire, par exemple, 4 petits îlots ou 3 petits îlots, de façon à ce que la voiture irrigue mieux le quartier. Mais ça, ce sont des principes qui, pour nous, sur la Maladrerie, sont inapplicables et inadaptés. De vouloir réintroduire la voiture, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors que on a l'impression d'habiter dans un bois. On ne va pas réintroduire la voiture. Et puis en plus, c'est contre-productif par rapport à toute la politique des villes qui est de réduire la place de la voiture en ville. Alors ça, c'est une chose. De fermer les résidences. Quand vous vous baladerez, vous verrez, on a des passages couverts qui mènent dans les halls. On a à peu près 52 halls sur la Maladrerie. Donc, il faut envisager des projets de fermeture. Par exemple, là-bas, vous avez un cheminement piétonnier. Vous voyez, vous avez une lumière là-bas. Il faut imaginer qu'on pourrait très bien avoir une grille qui ferme. On pourrait avoir des grilles partout ici, au nu des façades, de façon à isoler ces cheminements piétonniers et qu'ils ne soient utilisés que par les habitants des halls, que par les habitants qui vont dans les halls. Alors nous, on est complètement opposés à ce projet. Et puis, il y a un projet aussi de démolition de 2 pavillons en bout de la Maladrerie, là-bas, qui permettrait de créer une sorte de percée pour introduire, en fait, nous pensons, la voiture dans le quartier. Ça, ils ne le disent pas, ils ne le diront pas, mais ça, c'est un projet. Une fois les bâtiments, 2 pavillons démolis, le verrou est levé. Et après, on peut très bien imaginer, dans les années à venir, qu'on réintroduit la voiture sur cette voie-là. On sait que la préfecture, elle a des visées, elle doit sûrement avoir des visées d'introduire la voiture ici, là-dedans, enfin dans le quartier pour raisons sécuritaires, parce qu'ils disent qu'il y a plein d'issues possibles pour pouvoir sortir du quartier sans être pris. Mais nous, on considère qu'il n'y a pas plus d'insécurité dans notre quartier que, par exemple, en sortant du métro. Parce que vous voyez, quand on parle des cheminements couverts, c'est des cheminements qui sont sous les bâtiments. Nous, on les adore, on y tient beaucoup, parce que d'abord, ça nous permet de circuler, de cheminer dans la Maladrerie de multiples façons. Et on adore ces cheminements parce que ça nous protège du soleil, ça nous protège de la pluie, ça nous protège de la neige. Voilà, il y a plein d'arguments qui font qu'on tient beaucoup à les conserver. Et si c'était supprimé, ces cheminements-là, la Maladrerie, elle perd complètement sa philosophie urbaine qui a été imaginée par cet architecte qui s'appelait René Gailloustet, qui s'appelle René Gailloustet, et qui tenait beaucoup à cette ouverture à donner aux piétons ces multiples façons de traverser le quartier. Moi, je travaille et j'habite à l'extrémité, là, juste dans cet angle-là. Et bien, quand je sors là, s'il faut que j'aille, par exemple, en diagonale, mais moi, j'ai 4 chemins possibles, 5 chemins possibles. Et des fois, je me dis, tiens, je vais passer par là. Ben non, là, je vais passer par là. Et j'adore ça, parce que des fois, je passe par la voie principale, là, bien structurante, ou bien je passe par ces petits cheminements, c'est pour aller à la loge par exemple, ou bien je reprends un autre petit cheminement là-bas qui est traité avec des parpaings au sol, et puis qui a une dimension intermédiaire qui est beaucoup plus petite que ça, puis après il y a un autre cheminement qui est presque à l'échelle d'une petite sente, d'un petit sentier. Donc toutes ces diversités de cheminements, on y tient, et si on les supprime, la Maladrerie, elle est vidée de son contenu philosophique par rapport à l'urbanisme. Un dernier truc, c'est que quand même la structure là, de la Maladrerie, ça pousse aux gens à se rencontrer, non aussi, bien sûr. Parce que c'était assez bien étonnant. sûr, c'est ça qui est... Oui, ça, moi, j'en ai pas parlé parce que c'est évident pour moi, mais c'est vrai que quand on circule, là, des fois, moi, je traverse comme ça, j'arrive, 20 minutes après, parce que j'ai rencontré 2-3 personnes avec qui j'ai discuté, parce que je les ai rencontrées dans ces cheminements et tout ça. C'est très convivial pour la... Oui, ça pousse aux gens à rester. Voilà, on est bien, c'est beau, on reste, on est là, la tête en l'air, on rencontre des gens, on discute. On voudrait que l'argent passe dans l'entretien du bâtiment, de remettre en état les terrasses plantées. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, parce que quand on est en rez-de-chaussée, on ne se rend pas compte de la richesse des jardins. Mais on a des vrais jardins avec 40 cm de terre dans les étages.
Donc, l'hiver, quand il neige, vous ouvrez votre porte-fenêtre, vous touchez la neige. L'automne, il y a les feuilles mortes et tout. C'est extraordinaire, cette relation qu'on a avec la nature. Et d'ailleurs, on a des thermographies d'été, parce que là, on vous parle de la rénovation, mais on a eu des menaces répétées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle Jardin à tous les étages, qui est depuis 1995, qui s'est toujours battue pour préserver les terrasses jardins de la maladrerie. Et on a eu des assauts répétés continuellement, parce que les bailleurs, qui sont quand même un peu étroits d'esprit, pensaient qu'en allant les terrasses, ils n'auraient plus de problème de fuite et d'entretien. Alors que c'est ridicule, parce que la terre, c'est aussi une protection par rapport à l'étanchéité. Et donc, il y a 4-5 ans, on a eu de nouveau une attaque sur les terrasses. On voulait nous donner les terrasses. Donc, on s'est battu et on a présenté à la maire de l'époque un document qui s'appelait une thermographie d'été, qui montrait que la maladrerie, c'était pas un îlot de chaleur. Pourtant, en ayant des bâtiments en béton, qu'elle était verte, comme le cimetière parisien, comme le fort d'Aubervilliers. Donc elle, quand elle a vu ça, elle a dit d'accord, on arrête le dallage des terrasses. Il y avait 100 terrasses qui devaient être dallées. Elle a arrêté le dallage des terrasses. Mais je trouve qu'on est maltraité. On a un mal fou à être entendu, à être reçu. Non, c'est vraiment... non, mais je pense que l'ANRU, je pense que l'ANRU en a rien à faire. Nous, on est toujours remontés, parce qu'on considère que ces technocrates de l'ANRU, on pense qu'ils n'en ont rien à faire. Ils sont là pour 3 ans, 4 ans. Ils savent mieux que nous, alors qu'on habite là depuis 40 ans. Ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire du quartier. Alors ça, pour nous, c'est intolérable. Intolérable. On était très confiants, parce que Jardin à tous les étages, on a quand même pas mal gagné, parce qu'on avait déjà un premier projet en rue il y a 20 ans, 15 ans, 12 ans, je crois, qui a été remis en cause. Mais alors, tout avait été abandonné. Ensuite, on a eu des bagarres sur les terrasses plantées qu'on a gagnées. On a eu une bagarre sur une ventilation que le Grand Paris voulait implanter sur un square de 4000 m² avec 80 arbres. Et donc, on a gagné. Ça sert de se battre. Donc, voilà. Là, et puis là, on est très mobilisés. Mais là, on a tout un collectif d'associations. Dedans, on est 7 associations, 8 associations. Donc, là, on a vraiment du poids. On s'appelle le collectif de la maladrerie. Des associations et des habitants. Qu'est-ce que tu as fait avec ce café dans ce quartier? Le lien social. En fait, nous, on a grandi ici. Moi et Yanni, mon associé, Popeye, quoi. Et en fait, comme il n'y a rien ici, on a tiré un fil de chez une voisine. On a sorti la cafetière, les panini à 2 €, 50 centimes le café. On met la télé, on fait les jeux pour les petits, on fait des maraudes. On fait plein de choses avec la cité, quoi, pour améliorer un peu notre quotidien à tout le monde. Voilà. Après, je pense qu'il faut aimer son quartier. Nous, on aime notre cité, on aime notre quartier. Mais il faut aimer faire ça. C'est dans notre temps libre. Ouais, la Mala, c'est un village. On aime notre cité, on aime tout le monde. On veut la tranquillité pour tout le monde. En plus, elle est belle, la cité. On a de la verdure, on a de la place. 3 mois avant Noël, on a fait une quête de récolte de jouets. Et à la fin, on a racheté des jouets. On a mis un faux Père Noël déguisé. On a offert un jouet par personne et une photo. Après, on a fait avec les petits des maraudes. Pareil, on récolte des affaires. Et après, on va sur la gare du Nord, gare de l'Est, et on donne des affaires un peu aux pauvres. Et là, on a fait un concert. On a fait chanter tout le 93, les gens de notre cité, les gens d'ailleurs, ils sont venus. Et c'était mortel. Et voilà. Et c'est toutes les photos. Et ça c'est Power Asso. C'est mon associé qui a une association de sport. Voilà. Et en plus, tout ce que tu vois là, à part nos boissons, on laisse tout. On nous a jamais rien pris. Là, tu vois la salle de muscu, là, tout à l'heure, on ferme les lumières, on laisse tout. On trouve ça super inspirant de découvrir toutes ces mobilisations pour vivre autrement dans les quartiers d'Aubervilliers. Que ce soit les cités jardins, le logement social, les friches dans lesquelles se balader. Tout ça, c'est des lieux de vie. Il y a des gens qui se mettent en lien et qui se mobilisent pour défendre leur quartier, leur jardin, pour défendre un mode de vie toujours plus menacé par la métropole. Tandis que elle, la métropole, elle veut son propre environnement propice à la valorisation. Et dans cet environnement,
On ne peut pas faire exister de l'interconnaissance entre voisins. Pour se filer des coups de main, mutualiser des ressources, organiser nos solidarités, survivre par de la microéconomie informelle et même immobilière, quand c'est difficile de se loger. Et comme on l'a dit au départ, il n'y a pas que la rénovation des cités et la destruction du logement social qui est en jeu. C'est toute la ville d'Aubervilliers qu'on essaye de transformer, où les prix des loyers ne cessent d'augmenter. Du coup, on voulait aussi parler de ce qui se joue dans les squats de la ville, pour mieux comprendre la façon dont on peut habiter autrement dans la métropole. Et surtout, habiter contre elle, en faisant exister toutes les pratiques qu'elle essaye toujours de réduire à néant. Et on est de retour avec Giovanni, qui va nous parler de ça. Je fais surtout partie des brigades de solidarité populaire et par les biais de ce collectif, je suis rentré dans plusieurs luttes et dynamiques. J'ai traîné pas mal au jardin d'Aubervilliers lorsqu'ils étaient occupés. Voilà. Et récemment, avec des copains et copines, on a ouvert un squat au centre-ville d'Aubervilliers qui s'appelle La Cave. Au niveau des squats, c'est vrai que dans la dernière année, il y a eu pas mal de lieux entre Aubervilliers et Pantin qui sont nés. Il y a eu la Baie Vitrée qui est un petit squat qui se situe à côté du quartier des Quatre Chemins. Il y a les Amours Sauvages qui était auparavant le Lundi Sauvage, donc un lieu assez iconique pour le nord de Paris. Et il y a eu la Cave aussi, donc, qui a ouvert récemment. Il y a vraiment une certaine dynamique et une certaine énergie qui est due aussi au fait qu'il y a eu la lutte des jardins qui a ramené pas mal de gens qui se sont intéressés à cette ZAD urbaine, entre guillemets, et que du coup se sont intéressés aussi à ce qui se passait dans la ville, du coup, toutes les problématiques sociales et politiques qui peuvent se toucher dans la ville. Donc voilà, ça a ramené pas mal d'énergie, quoi. Quel est le rôle du squatteur et du squat en milieu urbain et de gentrification? Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a vraiment une question de... on est un peu des gens qui font de la politique un peu temps plein. Enfin, moi, par exemple, j'habite même pas à La Cave. Je fais partie des gens qui l'ont ouvert, mais j'habite pas dedans. En tout cas, dans les milieux de squatteurs, c'est des gens qui font un peu de la politique l'axe de leur vie. Dans un milieu où, en tout cas, la plupart de la population n'a pas le temps ou l'envie de faire ça. Mais je crois que ce serait bête de dire que les gens ne sont pas politisés, entre guillemets, ou qu'ils s'en foutent de la gentrification, ou qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Au contraire, il y a une forte conscience, et je sais que, ne serait-ce qu'au niveau de... on est emmerdé par la quantité de chantiers qu'il y a à côté de chez nous, on est emmerdé par le fait que le prix du loyer augmente et tout. On a eu plein de retours sur ça. Et je crois aussi que les gens mettent en place des petites résistances de plusieurs types à l'échelle du quotidien, quoi. Donc, il y a un côté où nous, on arrive, on est pour la plupart des blancs un peu avec un certain bagage culturel, un certain capital culturel et social, et on peut vite se couper de la population. De la population, simplement des gens qui habitent sur place depuis beaucoup plus longtemps. Moi j'habite à Aubervilliers depuis 2 ans, donc je connais pas du tout la ville comme d'autres personnes. Et je crois que le squat, si c'est fait de bonne façon, avec une ouverture sur le quartier et tout ça, ça peut vraiment créer des espaces d'hybridation, du coup, où les gens qui font de la politique de profession, entre guillemets, le font un peu moins de profession. Ils ne sont pas des spécialistes, donc ils font des choses qui sont un peu moins politiques, mais qui peuvent être plus intéressantes pour tout le monde. Et les gens qui ne se sont pas intéressés à ces formes de vie ou formes de lutte auparavant, ils peuvent trouver une porte d'entrée à travers des activités moins choquantes que être dans le Black Bloc ou occuper directement quelque chose ou bloquer un chantier ou tout un tas de types d'actions qu'on peut imaginer, quoi. Donc c'était un peu l'idée du collectif de La Cave. C'était déjà concrètement, le lieu était avant un café associatif. La mairie a décidé d'arrêter le bail avec l'association sans les prévenir.
Du coup, en septembre, ils ont dû partir. Et on savait que la mairie avait l'intention d'installer un commerce à la place du café. Alors déjà, bon, c'était un café, enfin, c'était pas non plus un truc ultra révolutionnaire, on va dire, mais c'était quand même différent d'avoir une association dans le lieu que d'avoir un caviste, comme c'était le cas. L'idée c'était d'installer un caviste qui vient avec son vin et qui le vend très cher à qui on ne sait pas trop. Du coup, on s'est dit vraiment, ce serait trop stylé de reprendre ce bâtiment et d'en faire un truc solidaire et un lieu où les gens peuvent faire les activités qu'ils veulent, quoi. Déjà, concrètement, tu bloques un lieu, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire dessus, qu'on ne peut pas faire des commerces. Déjà, c'est une forme de résistance. Et pour moi, un lieu, c'est hyper important d'avoir des lieux où les gens peuvent se rencontrer, parce que des locaux où des gens vraiment peuvent se croiser par hasard même, et partager des idées, et discuter, c'est très fécond, et c'est très important, et c'est un truc qui manque. C'est un peu l'idée à la cave. À la cave, il y a quelques habitants qui sont là pour des questions de besoin de logement, juste. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition le local pour les gens qui souhaitent l'utiliser, toujours dans une idée de partage et de gratuité, mais pour les activités les plus disparates. Là, en ce moment, on a en place une cantine qui a lieu toutes les 2 semaines. Et on fait une épicerie solidaire aussi toutes les 2 semaines. Et du soutien scolaire pour l'instant. Ça marche au sens où vraiment on a des gens qui passent devant quand on est ouvert pour les cantines ou pour d'autres choses. Et qui juste disent « Ah, c'est chouette, j'ai du temps et j'ai cette idée. » Et ça prend beaucoup de temps. Enfin là, on n'est qu'au début. Mais on espère que si ça dure, ça puisse vraiment prendre le quartier, que les gens puissent, de façon autonome et autogérée, proposer leurs activités et faire des trucs qui supportent la collectivité, quoi. Enfin, vraiment simplement partager de la bouffe ou partager un moment convivial, c'est pas rien dans le monde actuel. C'est un truc qui manque dans beaucoup de vies. Enfin, tout le monde a besoin de ça et ça manque beaucoup, quoi. Et donc, c'est un peu l'idée chez nous. Aussi, ce que ça crée, c'est aussi un réseau de solidarité inter-squat qui est très important. Et on s'en est rendu compte juste la semaine dernière avec l'expulsion d'un squat de sans-papiers à Saint-Ouen qui venait d'ouvrir et dans lesquels pas mal d'entre nous, pour une raison ou pour une autre, on s'était impliqués pour le soutien de ce collectif. Et on a pu, juste en faisant quelques appels le soir de l'expulsion même, héberger une bonne partie des gens qui avaient été expulsés dans les squats d'Aubervilliers. Donc concrètement, le soir même, on s'est dit, bon, c'est chouette, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on est capable de mobiliser un appui concret et matériel à d'autres luttes ou à d'autres expériences qui souhaitent s'élancer et faire des choses. En vrai, on a pas mal de formes et typologies différentes de squat, mais je dirais que tout le monde s'oriente vers cette question vraiment d'avoir des lieux où on peut créer de la solidarité locale et où les gens peuvent trouver des ressources, quoi. Que ce soit matériellement ou dans les liens qu'on peut tisser avec les voisins, quoi. En vrai, à Aubervilliers, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Mais en même temps, ce qui est chouette, c'est que vraiment, je crois, déjà, depuis le confinement, depuis la pandémie, on est arrivé à structurer quand même un réseau des gens qui n'étaient pas forcément activistes ou politisés auparavant, et qui là font des actions concrètes et matérielles sur leur vie quotidienne, quoi. Et ça a changé la vie de pas mal de gens. Et je crois que vraiment avec le temps, on va arriver à tisser ces liens d'une façon encore plus étendue, encore plus forte avec tout le monde, quoi. Je pense que la partie visible de ça reste malheureusement dans les mains
quelques blancs de gauche comme moi qui vient parler dans des podcasts. Mais je suis assez sûr que ça, c'est que la partie visible et que vraiment, ça bouge, quoi. Et aussi, il ne faut pas oublier que ces grands projets délirants, il y a beaucoup de cas dans lesquels ils foirent, juste. C'est vrai, il y a beaucoup de grands projets qui ne se font pas. Il y a beaucoup de choses qui sont imaginées comme des trucs énormes et finalement t'as qu'une barre d'immeuble qui s'est construite quelque part où ils ont rasé un bois, tu vois. Enfin, ils rasent un bois entier pour faire un quartier et finalement ils construisent juste un bâtiment et après ça devient le four de la ville. Ça arrive plein de fois et franchement, ça ne m'étonnerait pas que sur ces dizaines de choses qu'ils sont en train de faire, une bonne partie tombe à l'eau ou ne soit pas faite comme ils voudraient. Donc du coup, ça laisse un peu d'espace pour résister un peu plus longtemps. Ça va pas être glorieux, mais ça donne un peu plus de temps que 2024, qui est un peu l'échéance des Jeux Olympiques. Donc du coup, toute l'accélération du Grand Paris et tout ce que ça amène. Je vois le truc un peu plus à long terme que juste dans 2 ans, on est foutu et la ville sera complètement lisse, on aura plus d'espace pour aucune dissidence. Et je pense qu'à Aubervilliers, il faut plus que ça. Ouais, je vois de l'écologie dans ce qu'on fait. Déjà, dans l'idée d'essayer de récupérer le plus possible de ce qu'on utilise, donc des matériels qu'on utilise. C'est un truc que dans le squat, dans le milieu squat, il est fait beaucoup. Et pas que par des squats politiques, même par des squats d'artistes. Ça, c'est une pratique très, très commune. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, je pense que l'idée des brigades et aussi l'idée de faire des lieux de solidarité et d'entraide, c'est un peu un prolongement de l'écologie parce que moi, il n'y a pas d'écologie radicale qui ne peut pas s'attacher à la question de la propriété et du partage et de comment on partage les ressources, en fait. Donc, du moment où tu te dis, moi j'ai un lieu et je vais en faire un lieu où on produit différemment les choses et on les partage différemment, déjà tu coches 2 cases énormes de l'écologie sociale, quoi. Donc, et ça fait écho à la question de comment tu imagines la vie en ville. Moi, perso, c'est un truc qui me questionne beaucoup. Est-ce que j'ai envie de vivre dans une métropole? En fait, la seule perspective qui me fait dire que j'ai envie de rester là-bas, c'est justement de voir ces genres d'expériences qui se font, qui pour moi sont des micro-expériences de démocratie locale. Et dans la cité des rêves, enfin, dans la ville des rêves, il y a ce truc de tout quartier a un lieu où les gens se rencontrent, où les gens partagent des ressources matériel et où les gens peuvent discuter des problèmes qu'ils vivent. Moi, j'y suis arrivé plutôt par le biais social et ensuite j'ai découvert le côté écolo de l'affaire. Mais je pense que le chemin inverse a été fait par beaucoup de gens qui étaient dans XR, dans d'autres regards écologiques ou qui étaient dans Youth for Climate ou autre chose et qui se retrouvent à faire des cantines solidaires. On pourrait dire, il n'y a aucun lien mais je pense que les liens, on essaie de reconstruire un monde dans son entièreté, quoi. Je pense que c'est aussi une façon de fausser l'expérience de vie de beaucoup de gens. On se considère comme si on avait des partitions, enfin des séparations dans nos vies. On était comme si on était des êtres partagés et qu'il y avait le Joe qui va au taf, le Joe qui fait de la politique et celui qui fait du tri parce qu'il pense que c'est important pour la planète. Mais en fait, non. Et l'idée, c'est de recomposer un être complet, quoi. Enfin... je pense que ça aussi, enfin... Je me répète peut-être, mais c'est possible dans des lieux qui sont des lieux de vie et qui donc du coup peuvent aborder ce truc dans son entièreté. Merci Giovanni. Et on retourne au tour de quartier pour le mot de la fin. Et on a surtout envie de leur dire que la lutte n'est pas finie. Défendons nos territoires, nos espaces verts, nos cités, nos voisins, nos enfants et notre qualité de vie. Et enfin, je nous dis à toutes et à tous, ne nous laissons pas envahir par le désespoir.
Nous avons de l'imagination, du courage, de la passion. Nous sommes humains, nous sommes puissants. Et il faut que nous nous battions pour un monde vivant, riche de nos différences. Face à la spéculation sur nos territoires, face aux projets gigantesques qui nous sont imposés, organisons-nous, c'est ce qu'on est en train de faire, rejoignons-nous, bâtissons une démocratie citoyenne. Nous tous, nous sommes le pouvoir d'une graine, un pouvoir sacré qui nourrit, qui guérit, qui crée. Et nous voulons un quartier humain et habitable. La terre et nos vies sont sacrées, pas le fric et le profit.